Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SEB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, SEB, on en a déjà parlé également ici, sur cette chaîne. Donc, vous savez que c'est une compagnie plutôt correcte, on va le dire comme ça. Donc, du point de vue bénéfice net par action, on a plutôt une stabilité. C'est une entreprise à peu près plutôt mature pour son activité ici. Donc, vous pouvez voir que du point de vue croissance des revenus ici par action, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? On a une légère croissance du point de vue 5% en moyenne, mais vous voyez qu'on est plutôt déjà sur une certaine stabilité. Donc, on s'attend ici à un business qui est plutôt mature. Okay? La croissance ici sera peut-être au même niveau que l'inflation ici, si elle a un pricing power. Bien sûr, si on parle de marge ici, comme on pourrait le voir ici, donc, nous pouvons regarder les marges brutes. Est-ce que nous avons des marges brutes à peu près stables? Donc, vous constatez ici qu'on a des marges brutes moins élevées sur les dernières années, mais faites attention, cette période-ci est peut-être exceptionnelle par rapport aux marges brutes. Donc, on a peut-être ici, c'est toujours à aller vérifier, on pourrait revenir ici à une certaine moyenne qu'on avait à peu près aux alentours des 37-38% par là. Les marges opérationnelles, vous voyez que les marges opérationnelles n'ont presque pas diminué. Donc ici, ça m'encourage à dire qu'il y a peut-être une erreur à ces niveaux. D'accord? On a les marges opérationnelles plutôt stables, 0,24% de croissance sur cette période-ci. Mais c'est toujours bien de comparer sur 3 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a plutôt une légère diminution des marges opérationnelles. Pour les marges nettes ici, on a plutôt également une légère croissance. Donc l'entreprise, malgré que les marges opérationnelles diminuent un tout petit peu, ok, on a peut-être ici des dépenses, on a peut-être ici une dette, des dépenses liées à la dette qui ont dû diminuer. C'est la raison pour laquelle on a peut-être les marges nettes sont plutôt restées stables, ok. Donc moi j'aime bien ce que je vois ici. Ça reste une entreprise à peu près correcte. Du point de vue dette nette, vu qu'on parle de dette nette ici par action, le niveau de dette nette par action est de combien? En date d'aujourd'hui, on a une dette nette par action aux alentours, ça date ça date de 2022 ici. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vois ici 35,62, mais ne vous inquiétez pas, on peut aller vérifier ça ici. Il faut toujours double-checker l'information dans tous les cas de figure. Donc SK, voilà. OK, donc dette nette, du point de vue volume, ça va donner quoi? On a une dette nette aux alentours de 1,760 milliard. Si on prend ça ici, divisé par le nombre d'actions, voilà, 1,760 divisé par le nombre d'actions à peu près, je vais mettre 55,41, ça donne au total aux alentours de 32 euros par là. On a 32 euros de dette nette. Ce qui veut dire que du point de vue évaluation, ça va nous donner quoi? Déjà, est-ce que nous avons un business prévisible? Les analystes ont tendance à faire des prévisions ici sur 2 ans. Faut faire attention. 32% du temps, ils se trompent 66% du temps. Donc, c'est peut-être un business qui est difficile. Enfin, quand je dis difficile qui est difficile à prévoir, on va le dire comme ça, si je peux m'exprimer de la sorte. OK? Donc, ça peut être un business qui est un tout petit peu imprévisible. Mais à partir de quelle période? N'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Entre 2016 et 2018, ça allait plutôt bien. 2019, 2020, pandémie. 2021, un tout petit peu. On parle maintenant d'inflation, etc. Mais vous voyez que sur les dernières années, c'est un business qui n'est pas... Voilà, dépendamment des prévisions des analystes ici, il faut les prendre avec des pincettes. Donc, ce qui veut dire ici que si les analystes attendent à peu près du 10 $ ici, je vais prendre à peu près, moi je vous donne une idée générale, hein. La moyenne ici, la marge d'erreur qu'ils ont généralement, je vois ici 17, 36, 34. Bon, protégeons-nous, disons qu'on va se situer aux alentours ici des 20%. Donc, par rapport au bénéfice net attendu en 2026, au lieu de 10,59 $ marqué ici, parce qu'on s'entend que sur les dernières années, c'est un peu difficile pour les analystes de faire de bonnes prévisions ici. Disons prenons une marge d'erreur ici de 20%. On va se dire ici qu'on s'attendrait plutôt aux alentours des 8 euros par là. 8 euros. Donc, je considère ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui 119 euros, un business qui pourrait me rapporter 8 euros d'ici 2026. Par rapport à ces genre d'entreprise-ci, ce n'est pas une entreprise qui va se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. Donc, si je prends mon 8 euros à 15 fois les bénéfices, moins mon 33, on s'attendait que c'est 32 euros ici de dette nette. OK, on va se dire que 88 euros par là. Par rapport au prix actuel, disons à 119, je dirais que nous avons une entreprise qui est plutôt correctement évaluée selon moi. Vous savez qu'on a pris beaucoup de pincettes à ce niveau-ci. OK, on a pris des pincettes dans le sens où on a ajusté les bénéfices nets attendus.
tout simplement parce qu'il y a une instabilité sur les dernières années. C'est un business plutôt cyclique. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, je dois comprendre pourquoi est-ce que ces les dernières années, c'est un peu plus compliqué de faire des prévisions sur ce business-ci. Est-ce que le besoin en fonds de développement augmente? Est-ce qu'on a un ralentissement sur un segment d'activité, sur une région, etc. Donc, comme vous pouvez voir ici, les free cash flow également sont plutôt stables, fluctuants, mais plutôt stables. Donc, on en a présentement. Donc, on s'attend à des free cash flows entre de 8,30 €. Et vous remarquez que les free cash flows sont plutôt, en termes de prévision, ils font de meilleures prévisions par rapport aux free cash flow. Donc, et on se retrouve avec nos fameux 8 € ici. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait l'avoir. En tout cas, en moyenne, on peut avoir du 8 €. Donc, si moi, je pense cette entreprise, je considère que je l'achète avec un bénéfice de 8 € par action par rapport au prix actuel. Maintenant, en conclusion, je dirais qu'on est plutôt correctement évalué. D'accord? Et je reste assez prudent, assez conservateur sur cette compagnie. Ce n'est pas une mauvaise entité, mais il faut faire attention avec ce genre d'entreprise-là. Il faut les acheter jamais ici avec des multiples de valorisation assez bas. Donc, pour ceux qui recherchent le dividende, le prix actuel est tout simplement intéressant. Hein, d'accord? Si on se base sur la moyenne des 8 € ici, vous pouvez, c'est une entreprise au prix actuel qui peut vous rapporter aux alentours de 6, combien? Aux alentours ici de 6,7%. S'il vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Or, en date d'aujourd'hui, on reverse à peu près 2,21%. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Comme vous pouvez le voir ici, on peut le vérifier rapidement ici. Income Testament, on regarde. Plutôt non. Le nombre d'actions est plutôt stable dans le temps. Donc, pour ce genre d'entreprise, j'aimerais qu'on fasse un rachat d'actions également. Ça me rappelle toujours cette compagnie, Whirlpool, qui a à peu près le même type d'activité. Dans le même sens, ici, les ustensiles de cuisine, ce genre de choses-là. Bon, Whirlpool, c'est un peu plus des réfrigérateurs, des machines à laver, ce genre de choses-là. Mais bref, c'est de l'électroménager, alors que c'est du matériel de cuisine ici. Bon, on va le mettre dans la même case ici. Ça reste des business cycliques. OK, on ne va pas en acheter tous les jours. On ne va pas acheter des micro-ondes tous les jours ou bien des robots pour faire de la pâtisserie tous les jours. D'accord? Donc, c'est comme les machines à laver. Mais il y a quand même un taux de remplacement sur ces produits-là. D'accord? Donc, comme on peut le voir ici, Whirlpool également se négocie à des niveaux de multiples très peu élevés, un peu plus prévisible que SEB, mais ça reste ici que vous voyez que les bénéfices nets sont à peu près, les deux sont à peu près un tout petit peu, ça fait beaucoup de zigzags. C'est pas comme du LVMH, d'accord? On va le dire comme ça. Bon, c'est pas la même activité, on s'entend, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que sur ce genre d'entreprise, on ne paye pas des multiples assez élevés. Il faut rester prudent. OK? Donc, en un coup d'œil, ici, vous pouvez savoir que le Whirlpool est peut-être intéressante au prix actuel. Seb, je ne peux pas dire que Seb est surévalué. Seb est correctement évalué selon moi. Je ne pense pas que je prends énormément de risques en y investissant au prix actuel, mais je ne m'entends pas à grand-chose. Si j'y investis, c'est parce que c'est parce que je me base ici sur l'augmentation de ce dividende-là dans le temps. Et c'est pour ça que je choisis peut-être y investir. OK? Bon, je peux m'attendre, si le prix de l'action reste à ce niveau-là, ça ne me dérange pas. Si on va à des niveaux plus bas ici, ça pourrait être de plus en plus intéressant. OK? Le prix qui pourrait moins m'intéresser, enfin, en réalité, vous savez qu'on recherche à peu près acheter ce genre d'entreprise à peu près à 12%, à 8% de rendement. Donc, on aimerait avoir cette entreprise aux alentours ici des 80 € par là. Pourquoi pas? OK? Au niveau des 80 €, pourquoi pas? Je pense même que le marché nous a proposé cette entreprise-là à ces niveaux. OK? Donc, SEB ici reste une entité correctement évaluée. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Vous savez, ici, ici, on parle des éléments quantitatifs. Maintenant, à partir des éléments quantitatifs, je vais aller poser des questions en lisant les rapports financiers pour voir si l'entité m'intéresse ou pas. Mais on ne peut pas dire ici que nous avons une mauvaise entreprise, c'est une entreprise, somme toute, correcte. Et je pense que les vidéos, on en a fait plusieurs sur SEB. Hein. Donc, vous pouvez aller les revoir ici. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'obtenir 25% de réduction en suivant ce lien-ci et en appliquant ce code pour Fastgraft. Ça vous permet également de soutenir la chaîne. J'adore Fastgraft et comme vous pouvez le voir ici, on peut à peu près en un claquement de doigts, tu peux savoir si c'est intéressant ou pas de poursuivre sur ce genre d'entité-ci. Pour moi, je dirais qu'au prix actuel, je vois à peu près si une entreprise une entreprise que je pourrais caractériser comme une compagnie value. Donc, elle n'est pas surévaluée. Elle est correctement évaluée. Elle est plutôt mature comme business. Bon, techniquement, sur les termes value, on pourrait à peu près avoir certaines nuances ici parce qu'il y a des entreprises ici qui n'ont peut-être pas de bénéfices nets, mais qui sont extrêmement sous-évaluées. Donc, faites attention. On va dire ici que c'est plutôt une entité mature, assez correctement évaluée, qui pourrait ici nous permettre d'augmenter, qui pourrait ici nous permettre ici d'avoir des dividendes
plus élevé demain si on maintient à peu près les bénéfices nets aux alentours ici des 8 euros, sinon plus que ça. Tant mieux si l'entreprise réussit à livrer ici 10,59 $ en 2026 et au-delà. OK? Moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que le plus important pour moi, c'est de ne pas surpayer pour ce genre de business-là. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et je vous encourage à aller voir les précédentes sur SEB SA. Merci.